C'est vous, c'est ça? Alors, je vous propose de commencer cette table ronde par un petit point pour être tous au niveau sur le fonctionnement et ce que ça signifie vraiment intelligence artificielle. Puis, on ira à travers différents angles, la question de l'éthique, la question pratique, la question de la standardisation et le détournement sur les chemins de création possibles ou non par l'IA. Et on finira par un petit moment de questions. Donc, écrivez-les, retenez dans votre tête toutes vos questions. On sera ravis d'y répondre. Avec moi pour parler de tout ça, donc je vais prendre dans ce sens. J'ai Jean-Gabriel Guénassia, vous êtes universitaire et vous avez notamment écrit vous êtes notamment l'auteur de l'IA expliquée aux humains. À votre gauche, Vincent Berthier, responsable du bureau des technologies et journalisme à RSF. À ma gauche, Pierre Chausson. Oui, c'est ça. Vous êtes scénariste et réalisateur. Et le duo artiste et philosophe, on a envie de dire, Guénola Wagon et Pierre Cassou-Noguès. Vous avez écrit un ouvrage que vous qualifiez de théorie fiction des IA génératifs et qui s'appelle Les images pyromanes. Donc pour commencer, je voulais m'adresser à Jean-Gabriel Guénassia et vous demander de façon très humble qu'est-ce que ça recouvre l'intelligence artificielle. Avant de dire ce que recouvre très rapidement l'intelligence artificielle, je voudrais me présenter. Donc effectivement, je suis universitaire, j'ai une double formation d'ingénieur et de philosophe. J'ai 2 thèses en intelligence artificielle, je suis professeur d'informatique, mais j'ai aussi, depuis un certain nombre d'années, beaucoup travaillé sur les questions philosophiques liées à la fois au développement des technologies d'information et sur les questions éthiques. Par ailleurs, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'intelligence artificielle et j'ai écrit sous un nom de plume un petit roman. Ce matin, maman a été téléchargée, qui montre quels peuvent être les dangers un peu imaginaires d'une machine qui nous permettrait de télécharger notre conscience. Alors, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, même si je trouve que ce serait très bien d'en parler dans cette maison. Mais je crois qu'il faut préciser les choses. Le terme intelligence artificielle est souvent l'objet de beaucoup de malentendus. D'abord, il y a une question syntaxique, d'article, puisqu'on dit une intelligence artificielle, avec un article indéterminé. Ce qui veut dire qu'on substantifie. C'est comme une entité qui serait animée d'intelligence. Alors, je pense qu'il faut bien préciser que cette petite erreur syntaxique, et justement dans une maison comme celle-ci, la Société des gens de lettres, où on doit être extrêmement attentif à ces questions-là, cela a vraiment du sens. Ça n'existe pas. En réalité, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Alors, quel est l'objet de cette discipline scientifique ? C'est d'étudier l'intelligence au moyen des ordinateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence ? Le terme est éminemment polysémique. Dans le passé, ça a désigné au XVIIe siècle l'esprit. Ensuite, ça a désigné la sagacité. Quand on dit d'un élève qu'il est intelligent, ça ne veut pas dire que ceux dont on pense qu'ils sont moins intelligents n'ont pas d'esprit. Vous voyez bien qu'il y a 2 sens différents. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, ça est venu à désigner l'ensemble des facultés mentales. C'est-à-dire que si on veut étudier l'esprit avec des méthodes qui sont issues des sciences physiques, on décompose l'esprit en facultés, par exemple le raisonnement, la perception, la mémoire, la communication, et puis on va essayer de simuler ces différentes facultés avec des ordinateurs. C'est cette discipline scientifique qui est passionnante, qui est née à peu près au milieu du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès aujourd'hui ? C'est pas la discipline scientifique, c'est parce que ensuite, une fois que ces simulations sont réalisées, on peut les introduire dans différentes technologies. Et c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Alors, on a des outils qui permettent de simuler la mémoire. Et alors, c'est une idée de la mémoire, une réduction de la mémoire. Par exemple, l'hypertexte, vous voyez, c'est un modèle de mémoire. Et ça a été couplé avec les réseaux de télécommunications. Et ça a donné naissance au web, que tout le monde utilise tous les jours. Je pense que lorsque vous parliez d'inquiétude sur l'intelligence artificielle, c'est pas sur le web, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le web. Mais bien sûr,
lorsque vous ouvrez votre téléphone portable, vous pouvez avoir la reconnaissance faciale, ou vous pouvez avoir des transcriptions automatiques de la parole avec de l'intelligence artificielle. Et dernièrement, bien sûr, il y a de nouveaux outils, alors qui sont assez extraordinaires, qui essayent d'extraire l'esprit de la langue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de la langue ? C'est difficile, hein. Je veux dire, les linguistes, ils nous disent ouais, il y a quelque chose qui fait qu'on sent que ça relève d'une langue. Hein. Un enfant de 8 ans, il ne connaît pas la grammaire, mais il a cet esprit-là. Alors, pendant longtemps, on pensait qu'une langue, c'était d'abord un dictionnaire, et puis ensuite une syntaxe et une sémantique. Et les ingénieurs ont dit non, il suffit juste de mettre des nombres. Alors au début, ça choquait beaucoup les linguistes. Et puis le résultat, bien sûr, c'est que c'est étonnant parce qu'on arrive, avec ces outils, à générer automatiquement des textes qui sont à peu près bien structurés. Et c'est ça qui nous fascine depuis 2 ans et demi. Et bien sûr, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors à la fois du point de vue scientifique, c'est très étonnant. On est surpris. Et en même temps, bien sûr, ces générations de textes sont à la fois syntaxiquement correctes, mais elles ne disent pas le vrai. Il n'y a aucune raison qu'elles disent le vrai. De temps en temps, c'est le cas, mais le plus souvent, bien sûr, c'est totalement faux. Et donc, voilà, ça pose plein de questions, je crois, qui sont passionnantes. Alors après, bien sûr, ce dont on va parler dans cette table ronde, c'est d'autres choses, mais on verra après. Guénola, Pierre, vous avez utilisé des IAG d'images pour votre livre. Est-ce que vous pouvez grossièrement nous expliquer comment ça fonctionne ? Je vais commencer et Pierre va compléter parce que peut-être je vais dire beaucoup de bêtises. Donc moi j'ai un profil plutôt artistique et je suis aussi enseignante à l'université, mais dans un domaine moins scientifique, on va dire, informatique. Mais disons que pour le décrire avec pas mal de métaphores, le système des IA génératives. Alors tout à l'heure, c'était très intéressant la question de la fouille des textes et l'amendement sur la loi qui a permis la fouille des textes. Ce qui permet de parler de la base des IA génératives, c'est qu'en fait, elles se sont, entre guillemets, nourries d'un corpus de milliards et milliards de données d'images, donc des images déjà enregistrées, des images provenant majoritairement d'Internet, on va dire, ou sans forcément avoir l'autorisation des auteurs. Donc c'est tout aussi problématique pour les images que pour le texte. Donc c'est important de le rappeler. Et à partir de ce corpus gigantesque d'images, les algorithmes d'IA générative recréent de nouvelles images. Donc c'est aussi important de comprendre que ça se base sur un stock d'images existantes. Peut-être tu peux compléter, Pierre, ou je continue dans ma lancée. Donc je continue. Et donc ce qu'on appelle un autre terme que je trouve aussi important de nommer ici, c'est la question de l'espace latent, un mot qui va souvent revenir peut-être dans la conversation. Donc on dit que l'espace latent, ce serait en quelque sorte, là aussi c'est un peu métaphorique volontairement ce que je vais utiliser comme terme, mais ce serait une sorte d'espace dans lequel toutes ces bases de données seraient stockées et indexées par des mots-clés, des tags, parce qu'elles ont été référencées, parce que des travailleurs du clic ont associé des images à des références textuelles, et parfois dans des conditions difficiles. Et tous ces éléments qui forment cet énorme espace, on peut aller fouiller à l'intérieur, ou en tout cas l'explorer, à travers des mots-clés, donc par exemple des prompts, qui peuvent être aussi avec des images. On peut envoyer des images pour avoir des nouvelles images sans passer par du texte. Et à ce moment-là, en fonction de l'endroit où on se promène dans cet immense espace, on va générer, on va faire réveiller des endroits de l'espace latent. Par exemple, si je voudrais une image de Magritte, un faux Magritte, j'irais taper Magritte, daguerréotype, et il irait dans 2 endroits de l'espace latent faire un daguerréotype à partir, je ne sais pas, d'une image de Magritte. Donc j'espère que c'est pas trop flou, mais peut-être que Pierre peut préciser. Non, c'était très clair. Je vais juste compléter peut-être autour de l'interface avec l'utilisateur. Finalement, là, les IA génératives de langage et les IA génératives d'images peuvent fonctionner un peu différemment, et en particulier, il y a pour les images le fait de commencer par avoir du bruit. Et quand on essaye les plateformes, sur Midjourney par exemple, on voit qu'on a d'abord des images aléatoires, des espèces
de bruit qui se précise ensuite. Donc il y a un fonctionnement différent, mais les interfaces avec l'utilisateur sont calquées l'une sur l'autre. On a la même chose, c'est-à-dire on met un prompt, on met une question, on donne une question et la machine va produire à partir d'immenses bases de données, de textes et d'images, et de ce point de vue-là, il y a des problèmes comparables de droit d'auteur. La machine va produire autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une copie, qui en général ne figure pas telle qu'elle dans les bases de données. Et un autre point qui est comparable entre le texte et l'image et qui aussi, justement, voilà, un autre point qui est comparable, c'est qu'on n'obtient en général pas quelque chose d'intéressant en posant une question, ou une seule question. Et c'est par exemple une mauvaise appréhension souvent des IA génératives d'images que l'idée qu'on va demander, eh bien, je voudrais une photographie dans le style de Hadget de cette salle pour avoir une image intéressante. En fait, il faut faire une première image, souvent il faut l'agrandir dans une autre, avec une autre intelligence artificielle, un autre logiciel. Il faut, par exemple, il y aura telle partie de l'image qui ne sera pas bien, donc il faut l'effacer, la reprendre. Ce qui fait qu'il y a un véritable travail humain, en fait, à partir de l'image générée. Et l'image n'est pas du tout simplement, comme on peut croire, corrélative d'un prompt. Ce n'est pas un prompt, une image intéressante. Il y a un travail et qui exige tout un savoir-faire artistique. Et de la même façon, avec des algorithmes comme ChatGPT, eh bien, si je demande à ChatGPT de me faire une dissertation de philosophie sur le thème « Qu'est-ce que la technologie ?», ce sera très mauvais. Et pour avoir quelque chose d'intéressant ou même de correct, il faut qu'il y ait un aller-retour et des questions. Je lui demande de corriger telle partie, je lui demande de prendre, par exemple, puisque ChatGPT, on le sait, parle, pour dire très vite, comme un agent immobilier mal formé, avec simplement moins de fautes d'orthographe. Donc je lui demande d'utiliser un autre style. Il y a toute une série d'allers-retours et qui mélange en fait un travail humain et le travail de l'algorithme et qu'on trouve vraiment très parallèle dans les IA génératives d'images et de textes. Pour finir ce petit tour d'horizon, Vincent Berthier, au-delà du fonctionnement de l'IA, c'est aussi un marché qui est en train de se créer. Quels sont les enjeux d'un point de vue de la création, puisque c'est ce qui nous intéresse? En tout cas, déjà bonjour à toutes et à tous. C'est un marché dont la plupart des acteurs aimeraient qu'il se crée rapidement. Aujourd'hui, on a un peu cette incertitude de savoir comment est-ce qu'il va se créer et quels acteurs vont pouvoir gagner. On pense qu'OpenAI, qui produit ChatGPT, est bien placé, mais si on se rappelle du début du web, il y a eu quand même l'éclatement d'une bulle et un paysage industriel qui a considérablement changé. On parlait de temps en introduction de cette session. C'est justement un marché qui s'est lancé dans une course effrénée pour essayer d'imposer des usages avant que la régulation ne s'applique. L'idée, c'est de pouvoir rendre la régulation obsolète aussi par les usages. Et là, il y a une stratégie qui a été mise en place, qu'on peut appeler une stratégie de dealer, qui est de rendre tout le monde très dépendant avec des outils gratuits, très performants. Il y a un exemple que je pense parlera à tout le monde, c'est qu'il y a quelques semaines, OpenAI a sorti un nouveau générateur d'images et ils ont fait la démonstration de la capacité en pillant les images du studio Ghibli, donc Miyazaki, etc. Succès mondial. Et évidemment, pendant des jours et des jours, tout le monde s'est mis à faire sa propre version de lui à la sauce Miyazaki, etc. Là, on est dans une pure stratégie de séduction. C'est à perte qu'ils font ça. Ils perdent énormément d'argent en faisant ça. Il y a aussi une consommation énergétique qui est monstrueuse. L'idée, c'est de nous rendre captifs. C'est un petit peu ce qu'avait fait Uber à l'époque, c'est-à-dire, en fait, on casse les prix, on détruit le marché, et à la fin, il n'y en a plus qu'un, et il y a un monopole. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Pour la création, l'enjeu, si je parle de ce qu'on connaît mieux à Reporters sans frontières, c'est-à-dire les enjeux informationnels, c'est un enjeu qui va se superposer aux questions de plateforme qu'on connaît déjà, c'est-à-dire rajouter de la désintermédiation entre les producteurs de contenu et les consommateurs, les lecteurs d'information générale. Et je vais surtout parler de presse d'information générale parce que les autres secteurs de la presse n'ont pas la même situation économique.
Là, l'enjeu, il est de devenir central rapidement dans l'accès à l'information. C'est possible que ça arrive assez rapidement parce que l'IA générative a aussi un effet sur d'autres plateformes. Je pense à Google, par exemple. C'est qu'il y a une baisse drastique de la qualité des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez Google Discover, c'est une suggestion d'articles que vous avez en dessous de Google sur votre téléphone portable. Ça a l'air complètement anodin comme outil. C'est 68% du trafic des médias vient de là. Donc c'est énorme. Non, pardon, c'est 70% du trafic qui vient de Google vient de là, et Google, ça doit être 80% du trafic des médias. Pardon. Quand aujourd'hui, j'ai fait l'expérience là en venant dans le métro, j'ai une sélection de 10 articles, j'en ai 7 qui viennent de sites générés par IA, dont je n'ai aucune idée de si l'information est vraie ou pas. Aux États-Unis et dans d'autres pays européens a été développée une fonctionnalité sur Google qui s'appelle AI Overview. C'est-à-dire que vous allez taper une recherche et puis vous allez avoir une synthèse de vos contenus qui va être générée par IA, un texte, et vous n'avez pas même plus besoin de cliquer sur les liens. Les éditeurs américains ont constaté déjà au bout d'une semaine entre 15 et 20% de baisse de trafic sur leur site. Donc ça, et aujourd'hui, visiter un site de médias, c'est le seul moyen quasiment de leur assurer un revenu, parce qu'ils se nourrissent, ils vivent de la publicité. Et le taux de rétention sur les sites médias est très faible. Quand vous regardez à la CPM en France, qui s'occupe de certifier les audiences des sites médias, le taux de visite, généralement, il est 1,1 à 1,7. C'est-à-dire qu'en général, on vient sur un article et puis on revient en arrière. Donc la rétention de l'attention, la compétition pour l'attention, qui a déjà été considérablement perdue face aux plateformes, là, il y a une couche supplémentaire sur l'IA générative. Et donc tout cet enjeu d'industrie, de ce marché qui va se créer, c'est l'une des raisons d'être de l'AI Act. L'AI Act, c'est un texte qui avait vocation à créer un marché européen de l'intelligence artificielle qui a été pris de vitesse par les développements technologiques, puisqu'il a été, les travaux ont été lancés avant la mise en ligne de ChatGPT. Mais finalement, voilà, les progrès techniques ont un peu pris de vitesse le texte, qui a essayé de s'adapter, et qui a été pris de vitesse par le contexte géopolitique, puisque l'AI Act, donc le règlement européen sur l'intelligence artificielle, c'est la Commission européenne qui est chargée de l'appliquer. Or, la Commission européenne, c'est de l'exécutif, c'est du politique. Et donc, ils sont beaucoup plus sensibles que des autorités indépendantes, par exemple, à la pression géopolitique. Et aujourd'hui, on sait, nous, à RSF, on a participé aux négociations sur le code de bonne pratique, sur l'IA à usage général. On a voulu jouer le jeu, alors qu'on doute déjà de ce genre d'exercice de base sur l'autorégulation, mais on a voulu jouer le jeu. On a fini par claquer la porte et à le faire savoir. Parce que pour nous, le règlement européen a un problème, c'est qu'il ne considère pas que les systèmes d'IA qui traitent de l'information soient à haut risque. Donc il n'y a pas de conditions de sécurité supérieures. On a voulu essayer de le pousser par le code de bonne pratique, et en fait tous les sujets démocratiques dans la 3e version du brouillon du texte ont été relégués en annexe et en option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va toucher à la démocratie, c'est bien si vous le prenez en compte, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. C'est un peu le message. Donc on a quitté parce que, pour le dire vulgairement, en fait, l'industrie de la tech est rentrée dans le règlement européen comme dans du beurre. Aujourd'hui, très sincèrement, j'ai un doute que les AI soient un jour appliqués. Et si on s'intéresse à la question des droits d'auteur et des droits des contenus, l'Europe a publié il y a quelques semaines un document qui s'appelle le Plan européen sur l'intelligence artificielle, qui explique qu'ils vont lancer des travaux de simplification du règlement européen sur l'IA. Donc ils vont simplifier un texte qui n'est pas encore appliqué. Et il y a une partie sur les industries culturelles auxquelles les médias et les auteurs appartiennent, avec une petite astérisque, une note de bas de page pour dire « pour la culture, on va faire un plan dédié ». Ça sent pas bon, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout tient pour moi en 2 mots. Il y a une notion qui s'appelle le data space dans les stratégies d'IA européennes, c'est-à-dire des énormes bases de données qu'on va mettre à disposition. C'est l'exception text data mining. On sait très bien que, a priori, les pouvoirs publics vont demander à ce que les industries culturelles mettent leurs données à disposition des concepteurs d'IA au nom de la concurrence industrielle entre la Chine et les États-Unis. La question, c'est de savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, on est confronté, et je vais m'arrêter, à des questions de narratif et de récit, d'imaginaire,
L'IA a un imaginaire apocalyptique et de concurrence industrielle. Il y a des gens ici qui en parleront bien mieux que moi. Aujourd'hui, là, ce narratif est une tournure positive, c'est la course à l'armement. Il faut battre les autres, il faut investir, il faut avoir le meilleur modèle, etc., etc. Et la question des productions de données est centrale là-dedans. Et généralement, là, on va nous demander de les mettre à disposition. Pierre Chausson, dans cette veine. En plus, ma question est un peu longue. En avril dernier, vous avez signé une tribune dans Libération qui appelait notamment à plus de régulation et dans laquelle on pouvait lire, donc là je cite la tribune, « S'il semble illusoire de s'opposer au développement des intelligences artificielles génératives, il faut faire en sorte qu'elles ne servent pas uniquement les intérêts de ceux qui la contrôlent. » En tant que scénariste, en tant que créateur, est-ce que c'est votre impression aujourd'hui qu'elle ne sert que ceux qui la contrôlent ? Alors, je ne me prononcerai pas de manière catégorique parce que de toute façon je ne détiens aucune vérité. Voilà, je n'ai que des sentiments, des impressions et des réflexions qui me viennent de mon expérience personnelle, de ma pratique et tout ça. Oui, je suis assez pessimiste sur le fond, sachant dans quel contexte, dans quelles conditions, de quelle manière ces outils, aussi prodigieux soient-ils, ont été conçus effectivement à partir de pillages, mais également, on l'oublie souvent, derrière l'intelligence artificielle qui est toujours présentée comme quelque chose, comme une avancée. Il y a un travail humain colossal. On oublie toujours et on invisibilise toujours les millions d'heures de travail qui ont été pratiquées par des ouvriers en général sous-payés de pays en général avec des problèmes politiques et financiers importants. Donc voilà, et aussi on oublie toujours, même si on le dit beaucoup plus volontiers, la dimension écologique voilà, les milliards et les milliards de dollars qui ont voilà. Donc moi, ce que je trouve être la première réflexion qui m'est venue en fait quand les intelligences artificielles sont apparues, paradoxalement, ça a été de me faire prendre conscience à quel point, pour parler de nos métiers, à quel point l'écrit, qui en fait demande fort peu de technologie pour aboutir. C'est pour ça que notre tribune commençait par les mots une feuille de papier, un crayon, c'est tout ce qu'il faut, finalement, technologiquement parlant, pour écrire un roman, un poème, un scénario, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument élégant et merveilleux dans ce parallèle entre la légèreté et la lourdeur, en vérité, que représente l'intelligence artificielle, qui finalement est un pachyderme, à mes yeux. Un pachyderme au sens où, pour qu'elle existe, même si aussi merveilleuse soit-elle, elle a nécessité, et quand elle travaille, même si elle le fait très 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 rapidement, vous me corrigerez si je me trompe, mais l'intelligence qui travaille, pour produire du texte, elle doit faire des millions de calculs à une vitesse exponentielle. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de miracle, quoi. Et donc ça, c'est très surprenant, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez élégant, d'assez joyeux pour nous, de se dire que finalement, depuis des siècles, des écrivains inventent des univers et des imaginaires insoupçonnés avec simplement ce qu'il y a dans avec simplement une feuille de papier et un crayon, et qu'on n'a sans doute pas besoin, en fait, d'intelligence artificielle pour continuer à le faire. Par ailleurs, je m'excuse que je suis effectivement un peu... Voilà. Donc ça, c'est mon premier constat. Donc moi, en tant qu'auteur, j'ai vite cessé de me servir de l'intelligence artificielle parce qu'elle ne correspond en rien à ce dont j'ai besoin pour produire. Je n'ai pas besoin d'aller plus vite. J'ai pas besoin vous parliez de vitesse tout à l'heure. C'est très intéressant, la vitesse. Effectivement, en fait, le point fort de l'intelligence artificielle, c'est sa vitesse. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller vite ? C'est sa productivité. Mais est-ce que moi, scénariste, j'ai besoin d'être plus productif aujourd'hui ? Non. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite pour écrire ? Non. Est-ce que j'aime écrire ? J'aime être sur une page blanche. Bon, après, je reconnais, moi je suis même nostalgique
bruit de mitraillette que faisaient les anciennes machines à écrire électriques. Donc, je suis un ludite absolument dans cette salle. Je suis le ludite de service. je suis d'accord. Voilà. Mais on a, voilà, véritablement, j'aime la page blanche, j'aime l'angoisse de la page blanche, je n'ai pas besoin d'aller plus vite. Vous citiez tout à l'heure un ami qui dit c'est formidable. Alors évidemment, c'est la productivité, c'est la vitesse, mais la productivité et la vitesse, on le sait, elles servent qui ? Elles servent des intérêts financiers, elles ne servent pas des intérêts humains et personnels. Moi, je pratique la coécriture. Dans mon métier, c'est d'être co-scénariste. Évidemment, un jour, peut-être, et donc j'aime collaborer. Donc, on peut collaborer avec des intelligences artificielles, mais c'est beaucoup plus agréable de collaborer avec un être humain qui fatigue. L'intelligence artificielle aussi, c'est qu'elle ne fatigue jamais. C'est intéressant. Je lisais hier, alors ça c'était plus amusant, un article sur Wall Street qui disait qu'aujourd'hui, grâce aux intelligences artificielles, mais en même temps, les intelligences artificielles pouvaient faire beaucoup mieux que les traders qui gagnent actuellement des millions de dollars, etc. Ceci posé, il y a 20 ans, une étude avait montré que des singes faisaient déjà aussi bien mieux que les traders, simplement en fléchant par hasard des... Donc voilà. Donc moi, je suis un peu... Je comprends je ne nie pas les prouesses de l'intelligence artificielle. Je trouve qu'elles pèsent très lourd, qu'elles sont très chères, que leurs prouesses coûtent beaucoup pour finalement, en tous les cas, pour ce qui est de nos métiers, pas grand-chose. Voilà. Et donc, je pense que pour clore ma petite intervention comme ça, moi je dirais qu'en termes d'intelligence collective, il n'y a que 2 solutions en fait pour les auteurs. C'est refuser collectivement de s'en servir, ou alors, et ça je pense qu'il faudra le faire, c'est apprendre, sans doute peut-être ce que vous faites vous, apprendre à les subvertir et à les hacker pour pouvoir se les réapproprier. Alors moi je suis trop vieux et je n'ai pas les compétences pour apprendre à hacker, donc j'ai décidé de ne pas m'en servir. Et effectivement je n'ai pas besoin, mais je ne suis pas pénalisé de ne pas m'en servir. Je veux dire, moi je continuerai à travailler. Par contre, on peut penser que, y compris dans le cinéma, par exemple, un métier comme celui de co-scénariste est menacé. Pas encore aujourd'hui, mais à l'avenir, peut-être que des réalisateurs, comme le monsieur que vous citiez tout à l'heure, qui aime aller plus vite, ou celui que j'ai entendu dire qui me disait « c'est fabuleux, avec l'intelligence artificielle, je suis accéléré et augmenté ». Donc là, on est quand même aussi dans des discours qui rejoignent, d'une certaine manière, les idéologies qui sont derrière ces intelligences artificielles, parce qu'il y a toujours de l'idéologie derrière les innovations, parce que moi, je parlerais plus d'innovation que de progrès, parce que le progrès, on peut aussi se questionner de savoir ce que c'est que le progrès au XXIe siècle, et peut-être qu'on pourrait revisiter la notion de progrès au XXIe siècle et considérer que le culte que vous qualifiez de forcené, etc., est un peu désuet, et un peu très 19e et très 20e. Et qu'on pourrait penser aujourd'hui, comme on le dit dans notre tribune, que si l'intelligence artificielle il doit y avoir, qu'elle serve à quelque chose d'utile, c'est-à-dire à améliorer, à sauver la planète d'une certaine manière, et les espèces qui vivent sur cette planète, et non pas à aider quelques auteurs à produire un nouveau texte, soi-disant un peu nouveau et original, ou voilà, qu'elles servent à quelque chose, qu'elles servent à la médecine, qu'elles servent à la science. Mais on pratique des métiers que nous avons plaisir à exercer humainement et entre humains. Pourquoi ? Voilà. Et je terminerai en disant... Bon, je vais arrêter là. Je m'excuse. Et excellente transition par contre vers la suite, qui est l'écriture, puisqu'on est quand même dans un des temples de l'écriture. Jean-Gabriel Guénassia, l'être humain aujourd'hui n'est plus le seul à écrire. On a toujours maintenant ce petit doute de est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est un humain. Il y a toujours quelqu'un dans la salle pendant les tables rondes qui lève la main et qui dit comment savoir si ce livre a été écrit par un humain. Est-ce que vous percevez, vous, un mouvement de bascule dans cette idée que voilà, ça y est, il y a autre chose qui peut écrire? Bien sûr qu'on peut générer des textes automatiquement, mais on peut dire que ce n'est pas tout à fait nouveau. Loulipo avait imaginé des techniques de génération automatique de textes. Les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, par exemple, sont une tentative qui a été faite. Il y en a eu d'autres dans les années 70.
il y en a eu même auparavant. Alors le résultat n'était pas extraordinaire. C'est-à-dire oui, non mais je veux dire, non mais le résultat, je veux dire, il y a eu quelques tentatives de ce type-là, mais c'est vrai que c'est pas une lecture. Mais c'est la même chose souvent avec les textes produits par l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de ces milliers d'ouvrages qui sont écrits et de cette facilité à écrire, mais on parle assez peu souvent des personnes qui ont lu ça, dont la vie a été transformée par un livre écrit avec l'intelligence artificielle. Donc c'est peut-être une étude qui mériterait d'être faite. C'est quid de la réception de l'intelligence artificielle. Il y a 2 points, je crois, sur lesquels je voudrais insister sur l'écriture, qui sont d'abord ce que vous avez dit tout à l'heure, que je trouve extrêmement intéressant, car il y a la même chose, ce que vous avez raconté sur la création d'images, avec l'écriture elle-même. L'écriture d'un texte, ça n'est pas une seule phase. Alors, il se trouve que j'ai travaillé avec des spécialistes de ce qu'on appelle la génétique textuelle. Donc vous devez tous savoir ce que c'est ici. Ce sont des critiques littéraires qui font les poubelles des grands auteurs et qui essayent, à partir des différents brouillons d'œuvres, de reconstituer la démarche. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit qu'il y a bien sûr des corrections syntaxiques, mais ensuite il y a des phases de réécriture des œuvres qui rajoutent des strates de sens. Et l'intelligence artificielle, alors je l'ai fait il y a longtemps, c'était pas de l'IA générative, mais nous a permis justement d'améliorer notre compréhension en ayant des comparaisons de brouillons de texte. Donc vous voyez, on peut, je crois, améliorer notre compréhension du mécanisme d'écriture. Et ce mécanisme d'écriture, il est le même dans l'écriture réelle et dans la production d'une image en général, et en particulier d'une image avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier point qui me semble intéressant à noter. Puis, deuxième point, c'est sur la question de l'originalité, du plagiat. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, et à juste titre, vous vous inquiétez beaucoup de la possibilité que l'on aurait de reprendre des textes existants et de les utiliser en copiant, c'est-à-dire qu'au fond, de s'approprier frauduleusement une œuvre. Ce qui pose d'ailleurs une question extrêmement ancienne, puisque les mots que nous utilisons sont des mots qui nous ont été transmis, entre autres, par ces auteurs. C'est la lecture, c'est la familiarité avec les grands auteurs qui permet d'écrire un peu plus. Et alors justement, dans les études littéraires, tout un courant dans les années 70 sur l'intertextualité s'intéresse à ces influences réciproques. Et moi-même, justement, dans mes travaux sur les humanités numériques, on essayait de retrouver dans les textes des fragments qui trahissaient cette réutilisation. Alors, dans le cas des modèles de langage, ils sont entraînés, donc je l'ai dit tout à l'heure, on prend des textes en entrée, on essaye de retrouver les mêmes textes en sortie, et on fait ça sur des corpus vertigineux, donc qui sont effectivement tous les corpus de grands auteurs, mais aussi toutes les encyclopédies en ligne, tout ce qu'on trouve, et plus on en trouve, mieux c'est. Et à partir de ça, bien sûr, on va générer des textes. Et là, on se retrouve dans une situation un peu délicate, c'est que soit on n'apprend pas beaucoup, et à ce moment, on va retrouver des bribes de textes. Et donc à ce moment-là, on va faire du plagiat. Soit au contraire, on arrive. Alors pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit texte dans de Paul Valéry, dans les notes de Paul Valéry, je crois que c'est dans Rumb, où il dit, tant que je me souvienne, le plagiat, c'est de rendre les morceaux visibles. Alors ça, c'est un peu comme vomir, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous allez voir après, il dit, l'originalité, c'est d'avoir un bon estomac. Et alors, bien sûr, les outils d'intelligence artificielle, quelquefois on a l'impression que c'est visible, la plupart du temps aujourd'hui, ils ont un très bon estomac. Et bien sûr, le drame, s'ils ont un bon estomac, c'est qu'ils sont possiblement capables de nous dépasser sans rendre perceptibles les emprunts qui leur ont servi. Et en même temps, bien sûr, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si on se dit, on décide que la littérature française, on la bloque complètement, on ne va pas du tout l'utiliser dans l'entraînement de ces modèles, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La littérature française sera complètement oubliée. Vous n'aurez que des références culturelles américaines. C'est d'ailleurs un peu ce qui se produit avec les images. Enfin, moi, j'ai essayé un tout petit peu DALL-E, et puis j'ai généré des images, et elles avaient un côté furieusement nord-américain.
On a l'impression qu'elles sont entraînées dans une culture particulière. Donc je trouve, moi j'ai appelé ça le trilemme de l'estomac. Soit on digère pas assez, et donc c'est du plagiat. Si on digère très bien, et à ce moment-là, bien sûr, on va entrer en concurrence, en rivalité avec les auteurs. Soit au contraire, pour des raisons légales, on arrive à éliminer tout un pan de la culture. Mais à ce moment-là, le résultat, c'est que cette culture, elle devient, pour reprendre le terme que vous avez employé, invisible dans ces moteurs. Et donc, je crois que ce sont des questions extrêmement délicates. J'aurais ensuite quelque chose à ajouter, mais peut-être après, sur la réglementation. Parce que, je veux dire, ce que vous avez dit sur la personne qui était à Vivatech, alors je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement, non, je crois que c'est vous qui avez parlé de ça. Alors, je crois que, sans la défendre, puisque je ne sais pas ce qu'elle a dit, et sans être technolâtre, comme vous l'avez dit, il faut bien se rendre compte que cette réglementation a des défauts considérables, et qu'elle est d'abord illisible, qu'elle est extrêmement lourde. Comme vous écrivez, vous allez voir. Le IA Act, il y a 5 règlements. Le seul IA Act a 600 000 signes typographiques. Si vous avez des problèmes pour dormir, essayez. Vous allez voir, ça marche bien. Non, c'est parfaitement illisible et indigeste. Qui plus est, alors, il se fonde sur une notion qui est la notion de risque. Or, qu'est-ce que c'est que le risque ? C'est l'anticipation du danger. Le problème avec la technologie, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Et justement, ils ont totalement ignoré dans les premières versions l'IA générative parce qu'elle n'existait pas encore. Et donc, effectivement, ils ont évité de se prémunir contre ça. Alors, après, je rentrerai plus dans le détail si on a le temps, mais je crois qu'il faut bien comprendre, c'est que ce règlement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne sera pas appliqué. Mais il ne sera pas appliqué pas seulement parce qu'il y a des enjeux financiers. Il y a bien sûr ça. Mais il sera aussi appliqué parce qu'il est inapplicable dans sa structure. Donc c'est un concentré de tous les défauts, et je suis pro-européen, mais de tous les défauts de l'Union européenne aujourd'hui. Et c'est pour ça, parce qu'on a fait intervenir toutes les parties prenantes, tous les lobbyistes, et donc on a un texte illisible parce qu'il y a des règles, des exceptions aux exceptions, etc. Et alors le premier, donc il y a 4 niveaux de risque. Le premier, c'est les risques inadmissibles qui correspondent à des interdictions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a mis en œuvre en février dernier, et au moment où on les a mis en œuvre, on a rajouté un texte de 140 pages. Donc, rien que pour le premier. Donc vous allez avoir encore des textes. Donc bien sûr, il va y avoir énormément de spécialistes. Alors, moi je le dis souvent, moi je suis d'une génération assez ancienne, mon instituteur me disait « Nul n'est censé ignorer la loi ». D'ailleurs, on m'a dit que ça existait tout le temps. Et aujourd'hui, on a un problème avec ce règlement, c'est que nul n'est capable de comprendre ce règlement. Peut-être pour revenir à la création, Guénola, Pierre, vous avez justement essayé de pousser un peu la machine dans ses retranchements. Comment vous avez fait ? Est-ce que ça a été possible ? Et est-ce qu'on c'est plutôt par des moyens techniques, par des filouteries ? Comment on fait ? Oui, alors merci. Je voudrais aussi revenir sur ce qui vient d'être dit. Et pour moi, il faut distinguer 3 questions et 2 façons de répondre. Donc les 3 questions, c'est d'abord la spoliation, c'est-à-dire le fait que que des œuvres existantes ont été utilisées pour nourrir les IA et que les artistes, auteurs sont spoliés. La question du remplacement, c'est-à-dire est-ce que demain, certains de nos métiers seront exercés essentiellement par des intelligences artificielles ? Et troisièmement, la question de la transformation que l'IA implique dans le rapport à l'écrit ou à l'image. Et ce sont 3 questions différentes, et à mon avis, il faut, pour y répondre, faire 2 distinctions. La première, c'est que cette question du remplacement et de la transformation de l'écrit ne se pose pas de la même façon quand on est journaliste ou universitaire d'un côté ou scénariste ou romancier de l'autre. À savoir, pour le journaliste ou pour l'universitaire, la question du temps, elle se pose. Et pour le journaliste, elle se pose parce qu'il y a une question de coût. Et l'IA permet des médias à très très bas coût qui font une pression sur les autres médias. Donc la question du coût, elle se pose. Et
il y a aussi le fait que si je veux savoir ce qui s'est passé dans l'étape, tout à l'heure, je veux savoir ce qui s'est passé dans l'étape du Dauphiné libéré qui se court cet après-midi. En fait, le fait d'avoir un récit de cette étape, ça me permet d'appréhender plus vite ce qui s'est passé que simplement le fil de l'étape. Pogačar a attaqué au bout de 2h52, l'autre l'a rattrapé 3 minutes, etc. En fait, le récit, c'est plus facile. Et que ce récit, il soit écrit par une IA ou par un humain, est-ce que, en fait, ça change vraiment quelque chose pour moi ? Si je veux simplement savoir ce qui s'est passé, peut-être pas. Alors que par contre, je n'arrive pas à croire que si je lis un roman, je ne veuille pas avoir un humain à l'autre bout. Et beaucoup là, notamment en cyclisme. Excusez-moi, mais les récits autrefois. Il y a de très beaux récits, oui, mais dans ce, mais bien sûr, il y a de, non, mais bien sûr, il y a, oui, mais c'est différent, voilà, mais c'est, non, mais c'est absolument, mais c'est différent. Je rentre chez moi, je veux immédiatement savoir ce qui s'est passé, et demain matin, tranquillement, je lis effectivement un récit épique. Je pense qu'on est en fait beaucoup à vouloir savoir tout à l'heure ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, il me semble quand même que la question de l'IA comme journaliste, elle se pose de façon très très immédiate avec un remplacement de fait et une pression sur le métier de journaliste ou de traducteur qui ne s'exerce pas de la même façon actuellement sur celui de romancier. Je finis juste cette voilà, chacun s'est laissé parler, donc je pourrais continuer. C'est pas le même journaliste que vous dites en fait. Donc pour moi, le problème du romancier, et c'est là que le rapport à l'écrit va changer, ça va être de toujours montrer qu'il est un humain. C'est-à-dire à partir du moment où on a des machines qui sont capables de produire du texte et que le lecteur il veut un humain, il va falloir faire le test de Turing à l'envers, c'est-à-dire toujours prouver qu'on est un humain. Et on peut imaginer qu'on aille en fait vers des formes très courtes où l'auteur, à chaque moment, essaye de montrer que si, il est humain. Et c'est une question qui se posait, à mon avis, qui peut changer vraiment la forme. Et une question, en fait, pour moi, c'est la seule chose excitante à propos de l'intelligence artificielle, la possibilité qu'elle change, en fait, les formes de l'écrit. La deuxième distinction, à mon avis, c'est à propos des images. Et il me semble qu'au contraire, dans les images, et qu'on voit ça avec certains... Et c'est ce dont sur quoi on joue avec Gwenola dans le titre « Les images pyromanes », que dans certains artistes numériques, il y a cette idée de la prouesse, c'est-à-dire de montrer « regardez ce que j'ai réussi à faire avec une IA, quelle image étonnante j'ai réussi à faire avec une IA », et qu'il faut en quelque sorte que ça flambe, c'est-à-dire montrer qu'on a fait un truc, qu'il y a du travail, qu'il y a plein de choses dans cette image. Et cette idée de la prouesse est d'une prouesse qui alors pose des problèmes écologiques, puisque c'est ce qu'on appelle la pyropictomanie, à savoir c'est le plaisir à voir des images montrant de l'énergie dissipée. Et toute image d'IA, c'est une image qui montre de l'énergie dissipée. C'est comme regarder une retransmission télévisée d'une course automobile. Quand on regarde la retransmission télévisée d'une course automobile, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une formidable masse d'énergie qui est en train de flamber. Et dans les images d'IA, il y a la même chose, cette idée d'une prouesse. Regardez ce que j'ai réussi à faire et regardez quelle eau, quelle énergie j'ai finalement dépensé. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais, à mon avis, il y a une question qui ne se pose pas de la même façon quand on est journaliste et quand on est, ou d'ailleurs universitaire, parce qu'à mon avis, les deux professions sont dans le même bateau, et romancier. Et voilà, cette question de quel rapport au texte et à l'image on peut imaginer dans le futur à partir des IA. Et ça, je dois dire, quel que soit le mal qu'on peut penser des IA, c'est quand même une question que je trouve fascinante. Mais je tiens à dire que Pierre, quand il dit on est journaliste ou écrivain, en fait, c'est aussi parfois les mêmes personnes, parce que
beaucoup d'écrivains sont obligés d'être journalistes pour survivre ou aussi d'être enseignants, ce qui est un peu notre cas. Et donc, on a plusieurs métiers en un. Et donc, dans ces difficultés financières que vivent les métiers de la création depuis déjà beaucoup d'années, ils se sont mis beaucoup d'artistes se sont mis dans plusieurs métiers en même temps pour pouvoir survivre. Et donc, je pense que les IA génératives viennent aussi proposer de la rentabilité dans des professions qui sont déjà presque en burn-out. Et c'est là, moi je dirais plutôt que c'est plutôt la dérive du journalisme dont il est question et la dérive de l'universitaire. C'est-à-dire un moment où ils sont obligés de reproduire des rapports et des rapports et des rapports, justifier de leur profession en permanence et produire des textes à leur insu, alors ils n'ont absolument pas envie de produire ces textes, mais ils sont obligés de le faire. Et du coup, les IA génératives viennent remplir un peu cette fonction comme un déversoir, comme une sorte de flux permanent de textes, là où l'épuisement de la profession survient. Et donc, il y a presque une perversion du métier à cet endroit, à mon sens. Mais du coup, comment vous avez... Juste de rajouter les scénaristes dans les professions menacées, parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je vois aussi autour de moi, notamment des réalisateurs, qui ont l'habitude de travailler avec des co-scénaristes et qui accompagnés d'ailleurs par des producteurs qui parfois les y encourageront, parce que ça coûtera moins cher que d'engager un co-scénariste pour travailler, pourront faire leur premier jet avec une intelligence artificielle générative, puisqu'il y a même une association, une boîte qui s'est créée qui s'appelle Genario, d'ailleurs très étrangement, je suis désolé Anne, soutenue par la SACD, qui propose donc de mettre au service un outil de création Genario, une intelligence artificielle qui est un soutien pour écrire des premiers jets, des versions 1, des versions 2, à laquelle on a donc le travail de co-scénariste, qui est un travail collaboratif, qui est celui de collaborer avec un réalisateur, par exemple, pour l'aider, est un travail qui sera menacé. Et peut-être pas tout prochainement, mais les jeunes générations qui vont arriver, comme on le sait aussi, je veux dire, qui vont grandir avec ces outils, qui vont les apprivoiser dès leur plus jeune âge, eh bien, ils seront une tendance absolument naturelle à faire quelque chose avec une machine plutôt qu'à le faire avec un humain. Et excusez-moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un avenir qu'on peut souhaiter, pour ce qui me concerne. En tous les cas, ça veut dire que ce sont des métiers menacés aussi. Voilà, y compris, pas seulement les. C'est tout ce que je voulais rajouter. Peut-être pour revenir du coup au cœur du sujet, puisque le temps passe extrêmement vite, je voulais quand même vous reposer ma question à tous les deux, à laquelle vous n'avez pas répondu. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez réussi finalement, en tant que créateur, à trouver une voie de passage dans cette standardisation, ce mimétisme, ce pillage esthétique ? Peut-être je vais répondre par un biais un peu particulier, mais on pourrait aussi parler de la nourriture des IA génératives avec les images de stock en particulier. Et tout à l'heure, quand vous parliez de votre impression qu'elles étaient nourries par des produits outre-Atlantique, en fait, il y a un biais de réception aussi, puisqu'elles sont créées pour susciter de l'attention. Enfin, en tout cas, le mécanisme marchand nécessite de l'attention. Plus il y a d'attention, plus ça fonctionne au niveau du système monétaire prévu, de la rentabilité. Et donc, plus on correspond à la demande, plus ça a du succès, en quelque sorte. Et cette demande actuelle, elle est souvent du côté, je sais pas, des images Netflix, des standards américains, etc. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, et parce qu'il y a dans la nourriture des IA génératives des images, on pourrait quand même citer toute l'histoire de l'art. La Google Art Project qui a numérisé tous les Turner, ils sont aussi dedans. Et donc il y a énormément de nourriture d'histoire de l'art à l'intérieur. Mais est-ce que les gens vont la chercher dans leur demande? Pas forcément. Ils vont peut-être plutôt chercher du manga ou du Netflix. Donc là, nous, tout le travail, c'était de voir si on pouvait faire autre chose que ça. Et comment c'était possible de détourner le système. Et pour le détourner, on a un peu fait des enquêtes à l'intérieur des plateformes, notamment chez les utilisateurs, des enquêtes du côté de la réception, et voir est-ce qu'on peut faire l'inverse et jusqu'à quel point. Et donc, on a dans le livre qu'on a écrit, c'était d'imaginer, en gros, est-ce qu'il est possible de lui faire des choses impossibles ? Est-ce qu'il est possible de sortir de la climatisation des images ? Parce que c'est une forme d'image climatisée, en fait,
puisqu'elles sont dans le bruit ambiant, elles produisent l'air du temps, etc. Et donc il y a tout un jeu. Alors là, on pourrait parler du plastique. C'était vraiment un processus. Je ne sais pas si on a réussi, puisqu'on ne peut pas le dire. Mais une des choses dont on n'a pas parlé, c'est effectivement les biais de l'intelligence artificielle. Et on avait l'idée de faire la suite du poème de Queneau, mis en film par Alain Resnais, Le chant du styrène. C'est-à-dire de raconter la fin du bol en plastique. C'est-à-dire le moment où le bol en plastique, dont Resnais et Queneau montrent la fabrication, est jeté. Et il va finir en microparticules dans les océans. Et il était très très difficile, voire impossible, de faire à des images du plastique rentrant dans la chaîne alimentaire. Et en particulier, donc on demandait des mouettes mangeant, alors au lieu d'un bol en plastique, c'était une doudoune, des mouettes en train de manger une doudoune, ou des mouettes en train de manger du plastique, et la machine, en fait, ne voulait pas le faire, et essayait d'imaginer, de mettre en image toutes les relations possibles entre la mouette, la doudoune et manger, sauf celles qui nous intéressaient. Donc on obtenait des mouettes en doudoune en train de manger. Et ça, c'est dans l'usage des IA, c'est un vrai biais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mon article de journal, ma dissertation de philo, mon poème par une IA, si effectivement je ne m'efforce pas délibérément de hacker la machine, eh bien jamais la machine ne me dira que nous allons vers une crise environnementale majeure, parce que la machine est réglée pour être techno-optimiste. Et ça, c'est un problème majeur. Et alors c'est très bien qu'on soit revenu dans le plan initial de la table ronde, mais du coup j'aimerais quand même revenir en arrière sur la question du remplacement du journalisme, parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai point de tension, et donc là, on voit qu'on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant, de riche. Moi je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas si les journalistes vont être remplacés par des machines. Par contre, je pense qu'aujourd'hui c'est possible. Par contre, là où j'aurais une réserve, c'est que c'est possible si vous baissez drastiquement vos standards de qualité. Ce qui, d'un point de vue économique, peut être extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un site qui a été fermé le mois dernier par décision de justice qui s'appelait Newsday, qui pillait des contenus de médias français, 6000 articles par jour. Donc un grand média à tirage national, ça va être en 200-300 articles par jour. 6000 articles par jour, des coûts de production extrêmement marginaux, donc extrêmement rentables. Eux, ils se sont fait prendre parce qu'ils modifiaient à peine le texte. Rien qu'en France, un média a identifié 4000 sites de ce genre. Donc ce sont des vrais risques possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je m'intéresse un peu à cette question parce qu'à côté je suis chercheur et donc je fais de la recherche un peu sur ces questions-là. Aujourd'hui, les journalistes, on est à 40% de la profession à peu près qui utilise des outils d'intelligence artificielle. C'est assez faible par rapport à ce que je peux voir dans d'autres professions, on va dire, de bureau, la finance, l'ingénierie, enfin des gens avec qui je travaille. Ce qui est intéressant, c'est la question du journalisme qui est derrière tout ça. C'est-à-dire, est-ce que le journaliste, c'est juste quelqu'un qui produit de la donnée brute ? Est-ce que c'est un auteur ? C'est la vision que je défends. Mais historiquement, le journalisme a aussi une histoire, qui est justement, en fait, il y a une standardisation du journalisme. C'est une industrie culturelle. Et il y a cette idée de la certification, l'intégrité de l'information qui va rejoindre d'autres débats qu'on n'aura pas le temps d'évoquer. Mais en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, et après je pense qu'on passera la parole au public, c'est-à-dire que là on parle d'IA, on s'approche d'une technologie, il faut toujours faire, à chaque fois qu'on met le nez dedans, il faut toujours faire 3, 4, 5, 6, 7 pas en arrière. La technologie, elle n'existe jamais en dehors de contextes socio-économiques très spécifiques, très situés. Et c'est ça qui est aussi important d'interroger. Aujourd'hui, on peut automatiser du mauvais journalisme. Et en fait, la question, c'est la question que vous souleviez, la question de la rapidité. Est-ce qu'on a besoin de savoir des choses immédiatement ? La question... en fait, aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin de savoir des choses immédiatement, mais en fait, quand vous êtes un média, vous êtes contraint de produire immédiatement. Parce que sinon, vous perdez votre référencement dans Google. Donc, en fait, il y a des acteurs avec des acteurs, et c'est pour ça que la question de la régulation et de son applicabilité est extrêmement complexe, parce qu'en fait, il faut détricoter des marchés et des systèmes technosociaux qui sont imbriqués de manière très sophistiquée les uns dans les autres. Merci beaucoup. J'imagine que ça a généré quelques questions chez vous. Je vais me déplacer peut-être avec un micro. Annie Mignard, écrivain. Vous avez parlé plusieurs choses qui
qui se remettent ensemble. Vous avez parlé de Queneau, de son poème 100 000 milliards, etc., qui était, disons, assez élémentaire du point de vue de l'intelligence artificielle. Mais il y a 40 ans, j'en avais marre d'entendre qu'il n'y a plus de littérature en France et qu'il n'y avait que des anglo-saxons. Donc j'avais fait un recueil qui s'appelait Écrire aujourd'hui, et où j'invitais des camarades, des collègues que je connaissais ou que je ne connaissais pas du reste, à écrire. Et dans cet ouvrage, j'avais interviewé Jean-Pierre Balpe, qui était poète et qui était linguiste, universitaire linguiste. Et il m'avait parlé de l'Alamo, c'est-à-dire qui avait été créé par quelques Oulipiens comme Jacques Roubaud, etc. L'Alamo, c'était atelier de littérature assisté par mathématiques et ordinateurs. Et alors, à l'époque, c'est vrai, il y a 40 ans, la puissance des ordinateurs n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, il faisait ce qu'il pouvait avec ses ordinateurs. Et il m'avait donné, pour ce recueil, il m'avait donné un ringa, c'est-à-dire 3 haïkus avec intercalés 2 strophes de 2 vers. Donc 5, 7, 5, 2, 5, 7, 5, 2, 5, 7, 5. Voilà. Et il me disait qu'il les faisait, qu'il faisait partie d'Action Poétique, qui était une revue et un mouvement, je ne sais pas si ça existe encore, et qui était des dogmatiques purs et durs, et qui était contre le mythe de la tripe, et qui disait qu'un texte produit des effets de texte, et qu'il n'y avait pas d'âme, et que l'âme, il ne savait pas ce que c'était, et que le lecteur fait une grande partie la lecture. Et quand vous parlez de... Je rentre le soir, je veux savoir ce qui s'est passé à la course du Dauphiné. Le lecteur fait en grande partie la lecture, c'est-à-dire, en effet, ce que le journaliste peut ajouter, etc., le lecteur l'interprète à sa manière. C'est bon. Ou l'intelligence artificielle, le lecteur l'interprète à sa manière. Ce sont 2 choses qui sont vraies, de toute façon. Et il me disait que ces poèmes, il avait par exemple un contrat avec une ville du Nord. Il était allé dans un bus avec ses ordinateurs, un écran digital où les poèmes s'imprimaient, et dans la journée, il avait parcouru toute la ville, et dans la journée, il avait produit 1600 haïkus. D'accord. Et il avait dit que il en avait envoyé à certains de ses amis, et ses amis lui répondaient « ça m'a touché, vraiment c'est émouvant, etc. » Et il leur disait après « mais c'est la machine qui l'a fait, c'est pas moi. » Et du coup, ses interlocuteurs lui disaient « salopard, pourquoi tu m'as induit en erreur? Pourquoi j'ai cru que c'était toi? Tu es un vrai salaud. » Et il avait aussi écrit... et pour faire ça, il disait j'enfourne dans ma machine des univers, par exemple l'univers maritime ou l'univers d'un artisan, etc., plus des micro-univers disons, vous avez parlé de mécanismes d'écriture. Il disait par exemple ne pas respecter telle règle syntaxique, ce qui produit en effet un effet de texte, c'est-à-dire un effet de création, à côté des effets d'émotion ou des effets d'âme. Et il avait aussi fait sur ce modèle des nouvelles. Et il avait envoyé une de ces nouvelles à Jérôme Lindon, qui était considéré comme le visionnaire de la littérature future, etc. Jérôme Lindon avait dit « c'est pas mal, je voudrais en voir d'autres ». Et il lui en avait envoyé un paquet de 200. Et Jérôme Lindon n'avait jamais répondu, évidemment. Mais il disait ça donc dans les années 85. Il disait dans les années 2000, il est évident qu'on pourra faire sur des textes qui sont très structurés, très codés, genre les romances d'Arlequin, c'est évident qu'on pourra les faire par intelligence artificielle. C'est aucun problème. Mais il disait c'est possible. L'intelligence artificielle est possible. Excusez-moi, madame, pardon. Peut-être, je crois qu'il y a pas mal de questions dans la salle. Peut-être, est-ce que vous avez besoin de... Que j'abrège. Désolée. D'accord. D'accord. Et bon. Oui, ce qu'il disait en fait, c'est que nous sommes éduqués à l'humanisme.
et que la machine, on a toujours un rejet de la machine qui nous semble totalitaire. Et j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire il avait beau dire, par exemple, quand j'écris un texte, quand je sors une nouvelle en 3 minutes, je sais que je suis l'auteur de la nouvelle parce que c'est moi qui ai mis tout dedans. Peut-être des réactions parmi les intervenants rapides pour avoir le temps d'une deuxième. Effectivement, je connais bien le travail de Jean-Pierre Balbe, qui était mon collègue à l'Université Paris 8, mais c'est un dispositif dont il est l'auteur. Et c'est tout à fait différent lorsqu'on a une même intelligence artificielle que nous utilisons tous. Non mais, bien sûr, je faisais référence à l'Alamo tout à l'heure. Ce que je crois, très rapidement, ce sont des œuvres conceptuelles. Donc c'est très intéressant, le dispositif mis en œuvre par Jean-Pierre Balpe. Il y en a bien d'autres qui ont été mis en œuvre. Il y a eu énormément de choses dans les années 80, 70, 80. Mais c'est comme l'art conceptuel, c'est-à-dire que ça produit un sentiment tout à fait particulier. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est autre chose. C'est le caractère tout à fait dévastateur de l'utilisation massive de l'IA générative dans tout un tas de métiers. Alors, on peut parler au plan scientifique, ce qu'on appelle les moulins à papier, les paper mills, qui génèrent des articles. Tu sais que les revues sont débordés par ces articles, ils ne savent plus comment les évaluer. La traduction, on l'a évoqué tout à l'heure, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est dramatique pour les traducteurs. Ça veut dire que bientôt, nous n'aurons plus de traducteurs, parce qu'ils n'arriveront plus à gagner leur vie. Or, les traducteurs, c'est essentiel, parce que ce n'est pas seulement qu'ils traduisent les textes, c'est que ce sont... Apprendre la langue de l'autre, c'est apprendre la culture de l'autre. Ce sont des passeurs d'une culture à l'autre. Donc c'est disparition de ce point de passage d'une culture à l'autre. Et puis ensuite, bien sûr, on peut multiplier les choses. Alors, par exemple, vous, en tant que... Et je vais terminer parce que on arrive dans une société où on nous demande de plus en plus d'écrits gris qui n'ont aucun intérêt, comme les projets. Et bien sûr, le risque, c'est effectivement qu'on écrive les projets avec ces outils-là, puis ensuite qu'on lise les projets avec ce type d'outils-là. C'est qu'on rentre dans une société de fous. Alors, une deuxième question, et après ce que je vous propose, puisque nous touchons à la fin de la table ronde, c'est n'hésitez pas à intercepter les personnes autour de la table rapidement, parce que je crois qu'il y a des gens qui doivent partir. C'est à moi. Bonjour, Pierre Brunet, je suis romancier. J'ai lu récemment un article, une étude intéressante. Apple a sorti une étude récemment sur les limites des LLM, Large Language Models, c'est-à-dire la base du deep learning, qui commence à montrer les limites en fait de ce système. Et j'ai trouvé ça intéressant pour nous, et j'ai pensé que ça nous concernait. On commence à se rendre compte, en fait, que l'intelligence artificielle, à travers le deep learning, commence à trouver son plafond, sa limite. Et ce n'est pas en capacité de calcul, c'est en capacité d'effort, ce qui n'est pas la même chose. Parce que la capacité d'effort, finalement, c'est quelque chose d'assez impalpable. Humainement, par exemple, vous prenez deux personnes qui ont à peu près les mêmes capacités intellectuelle, il y en a une qui sera plus capable de faire un effort ou de faire des efforts plus que l'autre. Et souvent, c'est cette personne-là qui ira plus loin et qui sera plus créative. Et on commence à se rendre compte, en fait, que l'intelligence artificielle, même quand elle en a encore sous le pied, même quand elle a encore des capacités de calcul qui lui permettraient de résoudre théoriquement certaines questions complexes, elle arrête. Elle arrête parce qu'elle n'a pas envie de faire l'effort d'eux. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'espoir pour nous, créateurs, parce que nous sommes capables de faire des efforts, nous sommes capables de travailler jusqu'à 2h, 3h du matin sur un texte, on est capable de se dire, je vais encore plus loin, je reprends le texte, c'est pas assez bon. Est-ce que ce n'est pas cette capacité d'effort dont est peut-être incapable au fond, l'intelligence artificielle qui va nous sauver. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre question et très bon exemple. Et pour répondre rapidement sur le côté les IA Bartleby, je préférerais pas. C'est vrai qu'elles ont une tendance. Alors il y a tout un pan de la critique de l'IA qui s'appelle la sécurité de l'IA, qui va dire qu'elles ont tendance à manipuler et à mentir.
C'est-à-dire, en fait, à nous dire, je reviens vers vous plus tard, puis en fait, je désactive, tout simplement. Donc, en effet, on atteint potentiellement un plafond. Aujourd'hui, il va falloir les combiner, ces modèles génératifs, avec d'autres, en fait, formes de technologie. Et si je me suis permis de court-circuiter tous mes camarades comme ça, c'est parce que je voulais aussi revenir sur l'exemple d'Apple, qui est vraiment très intéressant, sur ce que je disais aussi au début sur le marché. Apple fait partie des entreprises qui ont beaucoup à perdre avec l'IA. Parce que ils ont aussi, c'est toujours la difficulté de savoir comment naviguer, comment obtenir des informations sur un système qui est assez opaque. La recherche en IA est principalement une recherche qui émane du secteur privé américain en partie. Et donc toujours des entreprises qui envoient des informations avec des études, des choses comme ça. Et Apple rate un peu la course de l'IA. Alors qu'il faisait partie de précurseurs, parce que c'est partie des premières grandes entreprises qui ont mis un robot dans la poche de quasiment tout le monde, qui s'appelait Siri. Siri, etc. Pardon, peut-être que je viens d'activer vos iPhones, mais je suis désolé. Sur la question de la fiabilité de l'information, nous, on a eu maille à partir avec Apple, et dans le milieu associatif, on n'a pas des victoires tous les jours, donc celle-ci, j'aime bien en parler. On est rentré en conflit frontalement avec Apple en décembre de 2024, donc il n'y a pas si longtemps, après que la BBC... Le New York Times s'était déjà plaint quelques semaines avant, mais la BBC a fait savoir à Apple qu'une de ses nouvelles fonctionnalités de résumé, de notification de contenu d'information avait complètement déformé les propos d'un article de la BBC, avait transformé Luigi Mangione, donc le tueur, le suspect du meurtre du PDG d'United Healthcare. Luigi Mangione a été arrêté et est devenu Luigi Mangione s'est tiré une balle. Ce qui, quand vous êtes un média de service public, pose un certain nombre de problèmes en termes d'accomplissement de votre mission. Et donc la BBC, avec un flegme très britannique qui l'honore, a demandé à Apple des explications publiques. Nous, on a vu ça, je me rappelle très bien, c'était un samedi. J'ai appelé mon patron et j'ai dit on ne demande pas d'explications, on demande à ce qu'il retire immédiatement la fonctionnalité. Et pendant 3 semaines, on ne les a pas lâchés. On leur a mis la pression, on a fait des lives sur la BBC. Quand ils ont fini par répondre aux journalistes, bon d'accord, on va signaler que c'est généré par IA, comme ça le public fera lui-même l'effort de vérification. On a dit ça sert à rien. D'un point de vue purement consommateur, ça revient à dire que votre produit est inutile, donc retirez-le. Et ils ont fini par le retirer. Sur les contenus d'information uniquement. Sur les contenus d'information... Aujourd'hui, la fiabilité, elle n'est pas là. Une étude de la BBC, encore elle, 60% de fiabilité. Quand on les connecte à des sources fiables. Donc, c'est une catastrophe. Et donc, c'est là qu'on rejoint les fameuses limites qu'on attend. En fait, c'est quoi un fait ? C'est quoi un récit ? En général, moi, à titre personnel, j'évite d'anthropomorphiser au maximum les IA. Elles ne font pas d'efforts. En fait, il y a juste des incapacités de calcul. Juste en 2 mots, effectivement, je pense que il faut surtout pas les anthropomorphiser. En même temps, ce sont des bavards invétérés. C'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, elles trouvent à parler. Elles sont bien meilleures que nous. Alors après, effectivement, oui, bien sûr, mais il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas d'effort possible. Il n'y a pas d'identité. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de continuer de façon non officielle la discussion dans les jardins, à l'ombre, au frais, où vous voulez. Et merci à tous les 5, c'était super.